parti pour cette 5e session de 36-15 OKR. Aujourd'hui, on se retrouve autour du rôle du champion. On est avec Juliette et Chloé. Nathalie n'est pas là aujourd'hui. On sera toutes les trois pour animer cette session-là. Donc, au programme de cette petite heure qui arrive, un quiz. Évidemment, on aime bien les quiz, on vient vous tester. Le casting, qui sont les OKR Champions, quelle est leur mission, quelle est la toolbox, est-ce qu'on crée une communauté de champions ou pas, et à quoi ça sert. On apprendra un petit peu tous ces sujets-là. N'hésitez pas évidemment à nous poser des questions dans le chat, on en prendra aussi à la fin. Voilà. Allez, c'est parti pour le quiz. C'est qui le champion? Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il n'en a pas? On va voir. Alors, première question. C'est quoi un OKR champion? Parce que c'est vrai qu'il faut commencer par le commencement. Donc, réponse A, une personne mais super balèze. Réponse B, une personne qui connaît bien les OKR. Réponse C, une personne qui met en place l'animation des OKR, les rituels par exemple. Et réponse D, une personne qui mesure la progression des KR. J'ai déjà vu une réponse popée. Alors, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat. B, C, D. E, un rôle dans la méthode. A, B, C, D. C, D et A. A et C. Trop cool. Allez, on se lance dans la réponse. Donc, un OKR champion, une personne super balèze, non. Alors ça pourrait, c'est vrai que c'est un plus, mais c'est pas une obligation légale pour devenir OKR champion. Donc évidemment, pour être OKR champion, c'est quand même mieux de bien connaître le framework, parce que si on ne le connaît pas, c'est difficile de mettre en place les bonnes pratiques, naturellement. Donc en général, c'est quelqu'un qui est un peu plus formé que les autres à la méthodologie. Donc, c'est bien évidemment la personne qui met en place l'animation des OKR. Eh oui, on pourrait se dire, et le manager, il fait quoi dans l'histoire? Sauf que probablement que le manager, il a d'autres choses à faire. Il doit traiter du fond des OKR. Il ne doit pas traiter de la forme, en tout cas le moins possible, parce qu'on estime que déjà, il est bien chargé comme ça. Et non, ce n'est pas la personne qui mesure la progression des KR. La personne qui mesure la progression des KR, ce sont les KR honneurs, ou les KR lead, ou les pilotes, ou tout autre nom qu'on pourrait leur attribuer. Mais en tout cas, c'est une personne qui va être dédiée à chaque KR pour mesurer l'avancement et donner un petit peu la météo de son KR. Deuxième question. L'OKR champion met en place et anime à les check-in. Donc, les check-in, ça faisait partie de notre précédent enregistrement qui sera bientôt sur YouTube. Donc, c'est bien ce rituel qui permet de revoir régulièrement les avancements des OKR. B, les rétrospectives. C, le workshop de définition des OKR. D, il organise le Secret Santa de l'équipe, bien évidemment. Alors, Grégory A-, donc. A et B. A, B, C. C. ABC. ASC. Allez, on va lancer les réponses. Eh bien, c'est bien les trois grands rituels des OKR. Donc, le check-in, qui est là pour voir régulièrement les avancements. La rétrospective, qui est là pour voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retire de notre copie et surtout comment on améliore le processus. Et le workshop de définition des OKR, d'où la nécessité de bien comprendre la méthodologie, parce que si on ne la comprend pas, c'est très difficile de faciliter un atelier de définition. Le Secret Santa de l'équipe, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être plus sympa. On n'oublie pas que les OKR, ça doit être un petit peu fun et ça doit fédérer aussi l'équipe. Donc, pourquoi pas. Surtout si vous faites la grande rétro de l'année prochainement. Ou si vous l'avez... Oui. Bon, dans l'idéal, vous l'avez déjà faite quand même. Oui. Alors, on reconnaît un bon champion. Ah, voilà, c'est la théorie du bon, du mauvais champion. Voilà. Sa cape de super-héros, super-héroïne, on ne les oublie pas, on est inclusif, c'est pas forcément un homme. Son habileté à fédérer l'équipe autour des OKR, son leadership et son management bienveillant, évidemment, ou sa posture de facilitateur neutre. Alors, on a B et D, A et B. B, B, C, B, C, D,
PCD, PCD. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, Locker Champion ne se trimballe pas avec une cape de super-héros dans les couloirs, même si ça pourrait être assez rigolo, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation, encore une fois. B, donc on cherche derrière Locker Champion quelqu'un qui va fédérer une équipe, qui va permettre justement l'appropriation des OKR par une équipe. Donc, c'est toujours intéressant. D'avoir quelqu'un qui soit assez à l'aise avec le collectif, qui soit vraiment là pour créer du lien. Son leadership et son management bienveillant, eh ben non, parce que ça, c'est vraiment plutôt le leader, le manager qui va prendre ce rôle-là. Et il n'est pas question non plus que le Locker Champion devienne le manager. Vraiment, c'est quelqu'un de transverse qui est plutôt sur un leadership transverse, donc plutôt sur des soft skills que des hard skills. Et ensuite, sa posture de facilitateur neutre. Puisque Locker Champion, un peu comme un Scrum Master, si vous êtes à l'aise avec l'agilité, lui, il n'est pas responsable des sujets réellement. En tout cas, il va s'assurer que les éléments avancent, être en soutien de la démarche. Et tout l'outil. Et enfin, dernière question. À quoi sert un collectif de champions? A. Soutenir la mise en place et le suivi des OKR. B. Attention, il y a un piège. Gagner l'award de la plus belle transfo OKR by OKR Mentors. Et alors, celle-ci, c'est pas les moindres. C. Soutenir la montée en compétences des champions. D. À faire plaisir au Chief quelque chose officer. A et C. A et C. B et C. A. A et C. Donc, chez vous, il n'y a personne qui veut faire plaisir au Chief quelque chose officer. Ah bah, bravo. Donc, c'est bien évidemment soutenir la mise en place et le suivi des OKR. Donc, il a vraiment un rôle dans l'implémentation du framework dans son ensemble. Évidemment, gagner l'award de la plus belle transfo OKR par OKR Mentors, c'était un peu une blague, même si c'est pas impossible que ça vous aide. Soutenir la montée en compétences des champions, pardon. Oui, pourquoi? Parce que les OKR Champions, finalement, c'est pas forcément des experts. Vous êtes une personne en interne de l'organisation, donc l'idée, c'est que vous puissiez vous soutenir dans l'appropriation de votre rôle et puis de vous nourrir en fait des expériences de chacun, parce que parfois on rencontre des situations un peu difficiles, on ne sait pas trop comment s'en sortir, et au lieu de pédaler dans la semoule pendant des mois, on en parle autour de soi dans notre collectif, et puis généralement on trouve des solutions ensemble. Et puis faire plaisir au Chief quelque chose officer, évidemment, c'était pas la bonne réponse. Je laisse donc la main à Chloé. Merci Juliette pour cette plongée dans le sujet. Là, on voulait vous présenter la mission du ou des OKR Champions. D'abord, alors c'est pas une définition scientifique. Évidemment, ça peut varier d'une organisation à un autre. Là, on vous présente un peu la philosophie du rôle et les redevabilités, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des organisations. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est pas que vous faites mal les choses, c'est peut-être que vous avez une organisation différente. Là, l'idée, c'était d'essayer d'avoir une vue globale des tâches qui pouvaient lui incomber. D'un point de vue de l'approche, l'OKR Champion, c'est vraiment un rôle clé de la méthode OKR. Et ils vont travailler en binôme avec l'OKR Lead et ils vont être vraiment son relais dans le déploiement des OKR auprès des équipes. L'OKR Lead, il va réfléchir stratégiquement à comment les déployer. Il va avoir une vue un peu hélicoptère. Il va être en lien direct avec le sponsor, mais il ne peut pas être présent auprès des équipes au quotidien. Et ça, c'est vraiment le rôle du ou des OKR Champions. Donc, eux, ils vont vraiment être le relais auprès des équipes, faire vivre la méthode, orchestrer tous les rituels et mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est eux qui sont proches du terrain et ils sont incontournables dans la pratique des OKR. Au niveau des missions qu'on leur donne, d'abord, c'est eux qui accompagnent l'organisation des cycles. Donc, ils vont définir le calendrier de quand est-ce qu'on passe, combien de temps dure le cycle, à quel moment il faut avoir défini nos nouveaux OKR, à quel moment on fait les rétros, quel gabarit on utilise, à qui on doit transmettre l'information. Donc, ils vont coordonner de façon globale le processus, ils vont prévenir les acteurs, ils vont mettre les invitations dans le calendrier et ils vont s'assurer que les livrables sont bien là. Ils ont un rôle de facilitation. Alors,
ça dépend des organisations, mais en général, ils facilitent les rétrospectives ou les REX ou les reviews, peu importe comment vous les appelez. Ils vont aussi faciliter les sessions de définition des OKR et surtout, ils vont suivre le rituel de suivi qu'on appelle aussi check-in, donc semaine après semaine ou voilà, de semaine en semaine. Donc, ils vont vraiment être très proches des sujets et du terrain. Ils s'assurent aussi que l'information circule bien, que les carrières qui ont été définies, ils sont partagés verticalement et horizontalement. S'il y a des informations clés à passer à une autre équipe, ils peuvent être un vecteur privilégié de passage de l'information. Ils sont aussi là pour faire le relais de l'OKR lead sur la conduite du changement. Quand on dit ça, on pense à toute la gestion des résistances. S'il y a des équipes qui ont l'impression qu'on les flique, si il y a un moment, il y a une équipe qui est surchargée, qui a mal défini ses OKR, eux, ils vont être là pour faire de la pédagogie, sensibiliser, améliorer les pratiques. Si à un moment, on voit qu'une équipe, elle n'a pas le temps, comment est-ce qu'on peut aussi tirer avantage des enjeux que rencontre une équipe pour les appliquer aux autres. Donc voilà, c'est vraiment la courroie de transmission. Moi, l'image que j'ai souvent, c'est un peu les lutins du Père Noël. Sans eux, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne circule pas. Et voilà. Et peut-être le dernier rôle aussi qu'on voit souvent, c'est au niveau de la communication en interne. S'il y a des équipes qui ont super bien performé, eux, ils vont se faire le relais de l'information pour mettre en valeur les équipes, pour partager les apprentissages s'il y en a, pour remonter aussi les enjeux ou les problèmes de fonctionnement. Donc, c'est une courroie de transmission incontournable. Je me permets juste d'ajouter, ouais. Chloé, en fait, le rôle d'OKR Champion, là, on est sur une copie assez large, assez classique. Il faut savoir que ça va s'adapter naturellement à votre organisation en fonction des rôles qui sont déjà en place. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Merci, Chloé. Vas-y. Le casting. Donc, qui sont ces super champions? Comment les choisir? Comment on s'y retrouve? On va en parler maintenant. Donc, comme on le disait précédemment, parce qu'on a cette question hyper souvent quand on fait des accompagnements OKR, c'est est-ce qu'il faut recruter des personnes? La réponse est non. C'est un rôle qu'on se rajoute, c'est une casquette qu'on prend au sein de l'organisation. C'est important de se le rappeler. Et comment finalement on choisit ces personnes qui vont prendre cette casquette-là? Il y a plusieurs questions à se poser. C'est d'abord d'analyser son contexte. Comment votre organisation elle fonctionne, comment les équipes interagissent les unes avec les autres, par exemple, quelles sont les personnes clés qui font vivre un peu l'organisation aussi. À quelle maille vos OKR sont posés? Donc, est-ce qu'on est à la maille stratégique, tactique, opérationnelle? Voilà, ça va aussi donner finalement des rôles à des personnes différentes en fonction de cette maille et cette temporalité. Qui va être le plus proche de l'animation de ce cadre-là? Donc, on verra après, justement, typiquement, les rôles assez classiques, les rôles assez classiques qu'on peut identifier. Et surtout, il faut des personnes, comme on se disait précédemment, qui sont proches du processus de l'organisation. Quand on parle de processus, c'est donc, on va, avec les OKR, on en a déjà parlé dans les précédentes sessions, le cadre, il s'inscrit dans le cadre existant. C'est-à-dire qu'on ne crée pas des nouveaux rituels, on ne surcharge pas le système. Ça, on le répète chaque mois, mais c'est hyper important de le garder en tête parce qu'il y a déjà beaucoup de réunions, il y a déjà beaucoup de rituels. Si vous êtes dans des équipes produits ou autres, il y a déjà dans un cadre Scrum ou Safe ou autre, il y a déjà plein d'instances qui existent. Donc, l'idée, c'est aussi d'identifier tout ce qui est à disposition pour pouvoir finalement ensuite pouvoir y coller les rituels d'animation. Et donc, les champions vont pouvoir y participer. Donc, comment on les choisit? Déjà, il faut que ça soit des personnes qui aient bien intégré les principes directeurs et le mindset des OKR. Donc, il faut qu'ils soient formés, outillés, voire coachés, parce que les OKR, ça prend du temps. Le framework sur le papier, il est toujours très simple quand on le lit et on se dit, bon, ça va être super à implémenter. Ça prend du temps, ça nécessite aussi d'avoir plein de réflexes, de se poser plein de questions et de le faire évoluer aussi dans le temps. Donc, la formation, l'outillage et le coaching en continu, c'est quelque chose qui est assez essentiel aussi pour ces
pour les personnes en tout cas qui vont prendre cette casquette-là, mais pas que. C'est des personnes donc, qui sont proches des équipes, qui connaissent bien l'organisation, comme vous disiez précédemment, qui ont des capacités de communication et de facilitation. Donc, évidemment, si vous choisissez quelqu'un dans l'équipe qui a du mal à aller s'exprimer, qui a du mal à aller voir les autres, bah, ça va être plus compliqué en fait pour faciliter le système. Donc, c'est important d'avoir d'identifier ces soft skills-là aussi. Alors, la facilitation, ça s'apprend. Hein. Mais en tout cas, la communication, par contre, c'est souvent plus inné. Idéalement, on a un champion par équipe. Donc, c'est la règle qu'on s'est fixée en Rex. Moi, sur des équipes produits, par exemple, ça peut être un champion sur un domaine, par exemple. Parce qu'un champion par équipe, parfois, ça peut faire beaucoup. Donc, c'est pareil. Quand on dit regardez, analysez votre contexte, c'est qu'est-ce qui fait sens. On est sur du bon sens. Enfin, on est vraiment sur une notion de bon sens. Et en termes de temps, on estime entre maximum 15% du temps pour pouvoir finalement animer, créer les rituels. Alors, évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus chargé. Quand on est à des mailles tactiques ou opérationnelles, on va être sur des quadrimestres ou des trimestres. Il va falloir faire la clôture de cycle, le lancement du nouveau cycle, les phases de définition, le kick-off, etc. Donc là, évidemment, il faut se libérer du temps pour préparer tout ça avec les autres champions aussi et le KR lead, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on se raconte dans le chat. Donc, je prends toujours les exemples des OKR produits, bien évidemment, puisque je prends ma casquette de coach produit. Donc là, la question, c'est évidemment, c'est comment sont composées vos équipes. Est-ce que vous avez des Scrum Masters? Juliette en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de donner du pouvoir à vos équipes aussi, selon votre rôle dans l'organisation, pour qu'elles se sentent en maîtrise finalement des OKR, de cette animation? Voilà. Donc, il y a plein de questions très centrées autour des équipes à se poser. Les OKR, c'est un levier d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, c'est compliqué de faire vivre tout simplement le framework et de les suivre dans le temps. Et on se retrouve évidemment à avoir des beaux OKR au fond d'un drive qui ne vivront plus. Je crois qu'on avait une question. On ne partage pas les slides, mais c'est enregistré, Julien. Voilà. Toutes les sessions sont enregistrées, disponibles sur YouTube, on la rappelle. Juliette, tu peux avancer si tu veux. Donc, je continue sur mon exemple. Donc, évidemment, on regarde ce que je vous ai dit. Donc, ça peut être les Scrum Masters, c'est un bon rôle. Ils sont très à même, souvent, puisqu'on a des Scrum Masters sur plusieurs équipes. Donc, capitaliser sur ce rôle-là, ça peut être très intéressant. Alors, les Scrum Masters ne sont pas dans toutes les équipes. Il y a des équipes qui ont des Scrum Masters et ensuite qui en ont plus, parce que c'est un rôle qui est là pour aider l'équipe, mais qui n'est pas indispensable dans le temps. Donc, voilà, le Scrum Master va peut-être bouger dans l'organisation. Donc, parfois, et moi, ça m'est déjà arrivé dans les accompagnements, le champion, c'était un duo. C'était le product manager et le tech lead, par exemple, d'une tribe ou du squad ou autre. Ce qui permet aussi de porter la voix aussi de l'équipe et s'investir aussi dans l'animation et l'avancement, le feedback, etc. Ça peut être un coach. Donc, si vous avez des coachs agiles, des coachs produits, ça peut être cette personne-là aussi qui va vous faciliter beaucoup plus facilement, mais qui va pouvoir aider aussi dans une diffusion plus rapide aussi du mindset s'il est bien formé, évidemment. Et ça peut être un responsable, ça peut être donc comme je vous parlais, par exemple, un exemple domaine, ça peut être un groupe PM, par exemple, d'un domaine, ça peut être un head of product. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller choisir la personne qui va faire vraiment le lien dans tout ça et qui va s'assurer que le système y tient. Voilà, donc tout est une cohérence dans votre cadre, vous l'avez compris, et dans votre organisation, qu'elle soit produite ou pas. Et oui, le Clocker Champion n'a pas de cap de super-héros, mais il a quand même un rôle très fort dans l'organisation, effectivement, pour diffuser cette culture, être dans tout ce qui va être continuous learning et improvement. Donc ouais, il n'y a pas de cap de super-héros, mais c'est important quand même d'être bien impliqué. Et juste, imaginons que les OKR soient au niveau stratégique. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé. Vas-y. La typologie de personnes qu'on aurait, ça pourrait être des chief of staff ou des F of transfo ou des membres de l'équipe transfo. Voilà, c'est assez classique. Tout à fait.
On avance? La boîte à outils. Boîte à outils, alors super important la boîte à outils parce que comme on l'a dit, vos OKR Champions, ils ne sont pas nécessairement des experts de la méthode et en fait, il faut les aider à prendre leur rôle, à prendre leurs responsabilités par rapport aux OKR et en général, on essaye de leur offrir une boîte à outils qui soit la plus utile et en tout cas la plus pertinente par rapport au stade d'évolution des OKR dans l'organisation. Donc, une toolbox, en fait, faut avoir en tête que ça se construit avec le temps. C'est-à-dire que naturellement, ce que vous allez avoir besoin au démarrage va évoluer avec le stade de maturité de votre organisation. Et tant mieux. Voilà, tout simplement. Donc, des différentes personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin des différents OKR Champions pour co-construire cette toolbox. L'idée, c'est pas d'avoir des coachs qui construisent pour vous des toolbox préfaites. Voilà, ça n'existe pas. En tout cas, peut-être que ça existe, mais un kit d'OKR Champion, c'est quelque chose qui se construit par rapport à votre culture, par rapport à vos outils actuels, par rapport à vos besoins. Et franchement, en matière d'OKR, il y a des besoins qui ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête. Et honnêtement, quand les outils sont co-construits par les OKR Champions eux-mêmes, ça facilite l'usage, en fait, tout simplement, des différents outils qui vont être créés à travers le temps. Et l'expérience, donc ça je l'ai déjà dit, vraiment c'est quelque chose qui est voué à évoluer et donc qui ne va pas stagner. Donc voilà, au démarrage, on commence avec 2, 3 outils, puis on augmente et puis de temps en temps, on fait le tri. On ne garde pas 150 outils dans sa toolbox parce que pour les nouveaux arrivants, ça fait peur. Voilà. Donc, on a listé quelques ingrédients de base et on est allé un peu plus loin. Voilà, des ingrédients qu'on retrouve en fait dans les toolbox des OKR Champions, parce que quand on met en place justement un collectif, on s'assure justement que ils aient tout le matériel nécessaire pour s'en sortir. Donc, le premier incontournable, c'est bien évidemment le fichier ou l'outil de suivi des OKR. Alors, ça peut paraître basique, mais parfois, on a des OKR et ils sont un peu éparpillés à droite à gauche dans l'organisation. On n'oublie pas que derrière les OKR, il y a une notion de transparence, d'ouverture, en fait. Et donc, ils doivent être centralisés quelque part, ces OKR. Ils doivent être animés au même endroit pour éviter que l'un utilise Notion, l'autre Quantive, un autre Excel. Enfin, après, ça ne ressemble plus à rien. Donc, on essaye d'harmoniser à minima ce fichier de suivi pour garantir une pratique qui soit similaire et puis de la visibilité sur les équipes qui sont à côté de nous. Parce qu'on n'oublie pas que quand même les enjeux transverses, il faut qu'on les adresse ensemble au maximum. Le deuxième point, c'est le fichier de suivi de la transfo. Donc, on a parlé un petit peu de l'OKR Lead. L'OKR Lead, c'est la personne qui est en charge du programme de transformation OKR, finalement. Donc, pour pouvoir mettre en place cette transfo OKR, lui, il va donner un peu la cadence, les grands enjeux de transfo, les grands sujets. Il va essayer d'harmoniser au maximum cette transformation OKR. Et donc, pour faire ça, en général, il y a un suivi de transfo qui permet d'avoir un petit peu un tableau de bord de où est-ce qu'on en est, équipe par équipe, set d'OKR par set d'OKR, pour savoir quels vont être les next steps, ou en tout cas pour visualiser s'il y a des points de blocage dans une équipe plus que dans une autre. Le troisième point, ça va être l'agenda type des rituels. Alors, ça peut être l'agenda réel ou l'agenda type, tout dépend du niveau d'autonomie de vos équipes et des différences de pratiques, en fait, dans vos équipes. Mais cet agenda, il est nécessaire parce que parfois, voilà, on va avoir des équipes qui vont avoir des OKR qui vont être animés, je ne sais pas, opérationnellement à 3 semaines, d'autres 1 mois, d'autres 15 jours, d'autres 1 semaine. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller chercher une forme d'harmonisation au maximum. Et ça permet aussi à l'OKR Champion de ne pas oublier voilà, ce qu'il faut mettre en place comme rituel et à quelle fréquence. On a une question d'Hélène, Juliette. Donc, pour le suivi, est-ce qu'on a un moyen technique de les centraliser au plus près du backlog type Jira, peu importe le niveau, produit, programme, portefeuille? Il y a plein de questions dans la question. Alors, Jira. Jira, ça existe. Il existe des outils de suivi dans Jira, des OKR. Personnellement, je ne les recommande pas car Jira, c'est un outil du digital et vous allez naturellement parler à des profils business qui, eux, en général, n'utilisent pas Jira. Et donc, sur la partie ouverture, transparence et partage des objectifs, en général, Jira ne fait pas le taf. Ce que je rajouterais à ton propos, Juliette, pour répondre à Hélène, c'est que penser Jira sur
enfin, quand j'accompagne les équipes produits, effectivement, les OKR sont centralisés à un fichier Excel. Franchement, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. En revanche, quand on veut redescendre et relier tout ça jusqu'à l'opérationnel, effectivement, alors, les configs Jira pour essayer de faire remonter les OKR et tout, c'est compliqué. Ça prend du temps, ça ne marche pas très très bien. Par contre, vous pouvez utiliser tout le système d'Epic, vous dire ça c'est relié à tel impact parce qu'on est sur une maille opérationnelle, donc une maille courte. Et donc, ça permet, vous pouvez taguer tout ça, etc. Et ça vous permet finalement de faire avancer et de voir par rapport à un impact où est-ce qu'on en est et tout le nombre d'initiatives finalement qui sont embarquées sous ces Epics-là. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Hélène? Probablement. Donc, Jira, c'est cool en effet pour relier le delivery aux OKR quand on est dev et qu'on travaille sur cet environnement de manière assez fluide. Par contre, pour tout ce qui est du suivi, c'est pas forcément idéal. Mais bon, ça existe. Faut pas l'écarter non plus. Voilà, tout dépend vraiment du contexte et aussi des différentes cultures qui existent au sein de votre organisation et des personnes avec qui vous avez besoin de vous synchroniser. Pas oublier que des OKR silotés, c'est pas top. Parce que s'ils sont silotés, ça veut dire qu'ils ne représentent que votre petite vue dans votre coin, alors que vous avez besoin de répondre à plusieurs logiques qui sont autour de vous. Et donc, pour finir, parce qu'il y avait Confluence aussi, François en parle dans le chat. Là, il y a Jira, il y a souvent Confluence. Alors, c'est pareil, hein, c'est une question de sens. Moi, j'ai beaucoup vu des organisations où Confluence, c'est pour faire de la doc et c'est mis sur le côté et c'est jamais à jour. Et les gens n'ont pas envie de rentrer dedans. Donc, c'est ce qui fait sens pour votre orga. Si c'est utilisé, allez-y, utilisez-le. Enfin, faites les tableaux dedans. Mais sinon, encore une fois, un bon petit Excel partagé, partageable, ça marche très, très bien. Ouais, le plus vous pouvez vous couper d'une transfo d'outils, le mieux. Juste, le vrai no-go sur les outils OKR, puisqu'on en parle, ça va être un outil qui va être lié à un logiciel RH. Parce que les logiciels RH se sont vraiment appropriés les OKR ces derniers temps. Le seul problème, ça crée une confusion entre la mission individuelle et les OKR. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. On pourra en parler plus tard si vous voulez, mais... Donc, suite à l'agenda, il vous faudra des supports de sensibilisation parce qu'en tant qu'OKR championne, vous êtes là aussi pour redonner du contexte, des éléments sur la méthodologie, aider vos collaborateurs et vos collègues à comprendre en fait comment ça fonctionne, quels sont les principes de base. Donc, c'est simple, enfin en tout cas c'est simple. Vous pouvez avoir des petites vidéos, vous pouvez avoir des petits supports, des articles écrits. Voilà, vous avez potentiellement eu des sessions de sensibilisation dans votre organisation, vous pouvez les enregistrer aussi. Comme ça vous permet d'avoir un support vidéo qui est intéressant. En tout cas, c'est toujours bien de se dire qu'en tant qu'OKR champion, des fois, on n'a pas tout à fait les réponses. On n'est pas expert, donc on tâtonne un peu. Donc, avoir déjà des supports qui permettent de simplifier les choses. Parfois, on a peut-être aussi des checklists, la checklist du bon KR, par exemple, du bon objectif, des choses toutes simples, en fait, mais qui permettent de guider l'OKR champion et qui permettent aussi de sensibiliser le reste de l'organisation sans forcément que votre OKR champion en fait ait à réfléchir trop longtemps sur comment expliquer certains concepts. Le point suivant, c'est des templates pour animer les ateliers. Pourquoi? Parce que souvent, les ateliers se font en hybride, en distanciel. Voilà, donc c'est bien d'avoir des templates tout faits d'animation, de définition, d'animation, de rétrospective. Non seulement ça permet de donner un cadre et de redonner finalement la logique de comment est-ce qu'on définit des OKR, comment on fait une rétrospective et tout le team, mais aussi le jour où l'OKR champion est amené à faire des ateliers hybrides ou à distance, il a déjà des templates qui sont préfaits et honnêtement, ça lui fait gagner énormément de temps. Ensuite, des supports de communication. Voilà, l'OKR champion peut être amené à faire de la communication, en tout cas à proposer des axes de communication. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui sont déjà préfaites.
On peut aller encore plus loin et aller chercher des fiches d'évaluation de la maturité des équipes. Donc, le OKR Champion, finalement, c'est un peu le coach interne OKR de l'équipe. Donc, pourquoi pas se dire, voilà, en tant qu'OKR Champion, régulièrement, on fait un petit peu une petite checklist de où est-ce qu'on en est, on évalue notre maturité, les points d'évolution. Donc, faire un petit peu vraiment un sujet de transfo, de mesurer l'évolution, s'assurer de mettre en place les bonnes next steps pour garantir la meilleure pratique possible de l'équipe et vraiment d'axer sur l'amélioration continue de la démarche. Après, il y a tout un florilège qui peut aller très très loin de ce dont on peut avoir besoin. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, ça va vraiment être les fichiers de suivi des OKR ou l'outil, le fichier de suivi de la transfo. Pour moi, les supports de sensibilisation sont nécessaires et les templates. Si on a ces 4 éléments-là, déjà, on arrive fondamentalement à bien nourrir nos OKR Champions. Et puis, au-delà de la toolbox, ce qui va être intéressant aussi, et je crois que c'est Chloé qui va prendre cette partie, ça va être vraiment d'aller chercher la communauté d'OKR Champions. Oui, complètement. Ça, c'est pas toujours une pratique évidente à mettre en place, mais qui a énormément de valeur. Souvent, les champions, ils vivent un peu seuls, on les parachute un moment dans leur rôle, dont ils s'emparent ou pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une dynamique qui est mise en place dans toutes les organisations. Il y a des OKR pour créer une communauté de champions qui partagent des bonnes pratiques, qui s'entraînent, qui progressent et qui fait vraiment corps avec l'OKR Lead. Donc nous, c'est une pratique qu'on recommande et qu'on encourage. Pourquoi? Parce que ça permet une entraide. S'il y en a, il y a un nouvel OKR champion qui a du mal ou dans son équipe, ça se passe pas bien avec le manager, il peut aller chercher du soutien moral et aussi des conseils pratiques sur comment gérer telle ou telle situation. S'il y a une équipe qui met pas à jour, par exemple, ses mesures, ou les check-ins durent trop longtemps, il va pouvoir aller chercher du soutien. Donc ça, c'est déjà de l'entraide. Capitaliser sur les apprentissages. S'il y a un moment, il y en a un qui fait une grosse erreur, un KR qui marche pas du tout, qui se plante, c'est l'occasion de partager et de tirer les apprentissages pour éviter de refaire exactement la même erreur au cycle d'après dans l'équipe d'à côté. Et créer des synergies au niveau de toutes les tâches, toutes les petites tâches dont Juliette vient de parler et qui sont parfois très lourdes à mettre en place quand on a autre chose, quand on a d'autres rôles dans l'organisation. Donc, le fait de mettre en commun, de mutualiser, ça permet de créer, de diluer un peu les efforts et surtout d'améliorer les supports. Alors, on parle de kit de com, comment on communique l'avancée de l'équipe, l'avancée sur les OKR au fil des cycles, dans l'équipe et en dehors. Quel template on utilise, comment on les améliore, est-ce qu'on synchronise en se disant tiens, ce cycle-là, ça serait bien qu'on utilise tous le même template parce que c'est plus facile pour la remontée d'informations. Et pour toute la partie onboarding. Donc, quand il y a, je vous donne un exemple, s'il y a 5 nouveaux collaborateurs qui sont arrivés ce mois-ci, un dans une équipe, 2 dans l'autre, on va mutualiser, par exemple, la sensibilisation et la montée en compétences. Il y a un champion qui va dire ce mois-ci, c'est moi qui les prends, je les forme, je leur fais de la sensibilisation. Pareil, s'il y a des nouveaux KR Lead, des gens qui n'ont jamais été KR Lead, il faut les familiariser avec les outils, avec leur rôle, leur expliquer, plutôt que de le faire chacun à la petite semaine dans son côté. L'idée, c'est de faire ça en groupe et puis ça permet de créer des synergies entre les équipes, de créer du lien, les gens se connaissent. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement et de mutualisation. Comment est-ce qu'on crée une communauté de champions? Il faut que ça soit initié par quelqu'un et porté. Souvent, c'est l'OKR Lead qui initie ça, mais si dans votre organisation, il n'y en a pas ou que c'est un mélange d'OKR Lead, d'OKR sponsor, vous pouvez aussi vous fédérer entre vous. Il faut que quelqu'un porte un peu ça parce que ça prend une certaine énergie pour se caler des rendez-vous de façon récurrente, pour se voir, pour trouver un agenda. Donc, si ce n'est pas l'OKR Lead, ça peut être l'OKR sponsor pour que les décisions, les apprentissages ou les actions que vous avez envie de mener au niveau de votre communauté de champions, ils puissent être portés par quelqu'un dans l'organisation.
Ça crée aussi, c'est une bonne façon, je disais, là, de créer du lien aussi entre les équipes. Souvent, il y a des champions qui sont un peu disséminés dans les équipes. Bah, c'est une bonne façon de faire passer l'information par un autre circuit que juste les managers. Et souvent, il y a des informations assez précieuses qui sont captées sur les bonnes pratiques, les tensions, le désengagement, enfin voilà, des choses aussi bien positives que négatives. Et c'est l'occasion d'aller capter ces informations. Valoriser un rôle clé du système OKR, bah oui, en fait, c'est aussi une façon de valoriser un rôle et des collaborateurs qui s'impliquent et qui s'engagent. Donc, la communauté, en fait, à travers la communauté, on leur donne de l'importance, on peut leur donner une voix dans certaines réunions. On peut aussi payer un petit un déjeuner une fois par trimestre à cette communauté pour leur remercier de s'engager. Donc, c'est une façon assez voilà, différente que la promotion, que d'engager les collaborateurs. Et une façon aussi de faire monter cette communauté en compétences, bah, c'est de les former et de les certifier. Donc, il y a plusieurs formations qui existent. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai oublié qui c'est, qui allait se certifier auprès d'OKR Mentor en janvier. C'est aussi une façon de leur faire gagner en compétences. Ils repartent avec une formation à la clé. Donc, d'un point de vue RH, c'est aussi valorisant. Et c'est une communauté, enfin, pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle s'entretienne dans le temps. Donc, il faut être conscient de l'investissement que ça représente. On va pouvoir passer à vos questions. J'ai juste un dernier petit point sur le sens à lancer justement cette communauté d'OKR Champions. C'est que souvent, en tant que coach, on arrive dans les organisations, on met en place, ou en tout cas, on aide, on soutient une initiative qui était en train de rentrer dans une forme de mur et on essaye de l'en sortir. Voilà, nous, en tant que coach, on a un rôle justement d'apporter voilà, de la simplicité, d'aller rechercher une forme d'efficacité du process. Maintenant, le fait de mettre en place une communauté d'OKR Champions, ça permet aussi à l'organisation d'aller chercher une forme d'autonomie sur son processus OKR, parce que nous, c'est très bien, on maîtrise, voilà, c'est super, et on apprend toujours, je ne vous le cache pas, mais ce qui est toujours intéressant, c'est aussi d'avoir des personnes en interne qui sont capables de reprendre le sujet une fois qu'on s'en va. Parce que si votre transfo part avec les coachs, c'est dommage. Voilà, donc, qui arrive souvent. et ce qu'il y a, oui, de moins en moins, parce que justement, ce rôle d'OKR Champion, il est de plus en plus poussé, on en parle de plus en plus. Il est vraiment central et nécessaire à la mise en place des OKR. Donc, vraiment, c'est aussi de vous assurer que cette transfo, elle est pérenne. Et peut-être aussi dire un mot, on a parlé de communauté de champions plutôt en interne, mais il y a évidemment aussi accès à dans les gros groupes, parfois il y a des Agile Centers et on peut aller avoir accès à d'autres types de pratiques un peu plus loin, mais c'est aussi intéressant. Alors, c'est aussi l'ambition du 36-15 OKR, mais de se mettre en relation avec d'autres communautés ou avec d'autres champions, surtout si vous êtes tout seul dans des organisations pour aller chercher de l'amélioration continue, de l'inspiration, des façons différentes de faire.